Ce film est dédié à des milliers de groupes de résistants en France qui ont permis l'arrivée du débarquement et libéré la France du joug de l'envahisseur allemand, afin que nous restions un peuple libre. Devoir de mémoire, pour exemple, aux jeunes d'aujourd'hui, le sacrifice de ces hommes et femmes. Ce film raconte l'histoire d'un groupe de Soissons, le réseau Vélide Thermopyle, le groupe Birakem. Parmi tant d'autres, ce groupe de survivants, de ces résistants, se nomme Monsieur Déolin Patrice et Bernard Douet. Ils vont nous raconter leur histoire dans ce lieu rempli d'émotions, l'ancienne commandanture de SS de Soissons qui est située face à la cathédrale. Des hommes et des femmes qui se sont battus pour la liberté. Dans le cadre du devoir de mémoire, FM Productions, avec le rêve, ont décidé donc de procéder à l'enregistrement de deux résistants du Soissonnais. Il s'agit de Bernard Douet et Patrice Déolin. Ces résistants ont vécu les heures noires de 1944 dans l'ancien site de la commandanture de Soissons et qui était le siège de la Gestapo. Et donc nous allons pouvoir parler donc avec Monsieur Déolin et Monsieur Douet de cette triste période qu'a été la résistance en 1943-1944 jusqu'au débarquement. Eux vont nous raconter exactement leur histoire, comment elle s'est déroulée. Et nous aurons également la présence de Monsieur Denis Roland, qui est le président de la Société historique de Soissons. Et puis ce jeune, il s'appelle Alexis Pardon, qui fait son service citoyen et qui, lui, est en train de faire un master concernant donc l'histoire sur la résistance. On se trouve ici dans ce lieu, un lieu tragique qui était en 1944 le siège de la commandanture, c'est-à-dire la Gestapo. Monsieur Douet, vous avez fait partie de la résistance. Pouvez-vous nous parler comment vous êtes venu justement à la résistance ? Donc j'ai fixé sur le papier et j'ai demandé à un jeune ami, de bien vouloir lire le début du texte qui vous précisera la question que vous m'avez posée. En 1955, le ministère de la Défense et des Forces armées avisait Madame Emma Douet que la croix de chevalier de la Légion d'honneur était attribuée à titre posthume à son mari Daniel Douet. C'était un héros des combats d'Orient en 1914-18, mais il fut surtout dès l'été 1940 l'initiateur du réseau de résistance Vérité française à Soissons. Il est entré en contact avec le réseau parisien Musée de l'Homme. Il fut arrêté en novembre 1941 avec 15 autres Soissonnais, dont le capitaine de gendarmerie Descamps, puis jugé et fusillé en octobre 1942. C'est dans cet état de souffrance qu'Emma Douet éleva ses 6 jeunes garçons à la cohésion remarquable, perpétuant la mémoire de leur père dans le sens du devoir patriotique. Elle-même entra en résistance active où elle y gagna d'être reconnue officier. Quelques heures avant d'être fusillé, Daniel Douet avait écrit pour ses fils ce testament moral : « Soyez toujours français, c'est ce que je demande à ceux que je quitte pour toujours, et n'ayez pas de vengeance pour personne. » Il leur transmit aussi un autre message aussi puissant, aussi émouvant que celui de la foi chrétienne. En effet, alors qu'il n'était qu'un très modeste pratiquant, il accepta juste avant son exécution d'être le parrain de son ami Vogel, un juif fourreur à Soissons, qui avait voulu être baptisé avant de mourir. Ils prièrent à genoux avant d'aller au supplice. Voilà la motivation première peut-être qui nous a amenés, nous qui étions jeunes, nous avions entre 17 et 19 ans à peu près, de rentrer en relation avec le professeur Paul Aubrier, en qui on avait reconnu tout de même le désir de participer à cette résistance, et notre ami Jean Corret, qui va être notre chef et qui va donc nous emmener sur le chemin de la victoire, et prend contact avec Paul Aubrier, qui lui demande immédiatement de bien vouloir entrer dans l'action en recherchant
à donner le maximum de renseignements sur des troupes alliées, sur les troupes ennemies, pardon, du secteur. Jean Corret prend contact avec son ami Bernard Douet, moi-même, parce qu'il connaît bien la situation dans laquelle nous sommes plongés, puisque nous avons perdu nos parents, nous avons perdu notre père. Notre mère a été relâchée, on ne sait pas très bien pour quelle raison, mais elle avait 6 garçons, et peut-être par humanité toute simple, elle a été donc relâchée et revenue chez elle à son domicile. C'est à partir de ce moment-là que Jean Corret va former un groupe que l'on va appeler le groupe Birakim. On va parler maintenant avec M. Patrice Déolin. Alors, M. Déolin, vous également, à la suite, vous allez faire partie de ce groupe. Parlez-nous de quelle manière vous êtes rentré. C'est avec vous étiez, je pense, au collège? D'abord, ma motivation provient du choc que a été pour moi, la débâcle de 40, que j'ai vécu de près. Et pour moi, mon père était engagé militaire, mon frère aîné était militaire, mes deux sœurs aînées étaient infirmières militaires. J'étais le seul garçon à me révolter à nouveau sans pouvoir prendre des armes. Donc, à l'époque, avec mon camarade Bernard Douet, nous faisions partie d'une activité qu'on appelle les scouts routiers. Les scouts routiers, ce sont des gens qui se forment et face aux difficultés, c'est un entraînement. Donc Jean Corret et Bernard ont recruté 4 autres jeunes de 16 ans. Lui, il était en mathelème ou en philosophie. Nous, on était en classe de seconde et le plus vieux de nous 4 avait 16 ans. Donc notre motivation, c'était d'aider à notre manière à l'intérieur de la France dans ce qui est devenu les forces françaises combattantes, car nous avons eu l'honneur d'être référencés secrètement par l'armée française de Londres. Nous sommes immatriculés comme militaires à notre jeune âge. Dans cet endroit, vous êtes venu, monsieur Déolin, ici? Je suis entré par la porte là-bas au fond, parce que donc la police allemande avait d'abord cherché à m'arrêter dans le collège Saint-Just, et ils ne m'ont pas trouvé pour la bonne raison que quand ils ont demandé à la concierge de les conduire en classe d'histoire, je me trouvais devant eux. Et que la concierge est restée flegmatique. Elle a emmené les Allemands à la Gestapo voir dans la classe d'histoire. Si j'y étais pas, évidemment. Et donc ils sont venus me chercher dans mon lit 2 jours plus tard, et ils m'ont donc amené dans une Mercedes décapotable qui est entrée ici dans cette... Et comme il y a donc une stèle qui est de l'autre côté, que j'ai confectionnée il y a 3 ans. Donc, quand on entrait dans cette pièce, dans cette cour, on entrait par la porte qui est là-bas au fond à gauche. Et dans cette porte, dans une grande salle, où il y avait une table un peu plus grande que celle-là, et derrière 2 personnages, le responsable de la Gestapo, qui parlait très bien le français, mais aussi un interprète. Puis moi, j'étais devant eux. Donc je leur répondais simplement avec les 4 mots que je connaissais de l'allemand, en disant « je weiß nicht, weiß nicht ». Alors ça les a énervés, ils ont essayé d'utiliser des moyens un peu brutaux. Et puis celui qui était le plus brutal des moyens, c'était un éclairage qui nous était envoyé, un énorme éclairage qui nous était envoyé dans le visage.
Et c'était assez pénible. Bon, je me suis retrouvé par terre, etc. Bon, je passe sur les détails. Vous êtes resté combien de temps ici, à la Kommandantur? Ici, ça a duré 1 heure. 1 heure. Et ensuite, ils m'ont emmené donc à la prison militaire dite de Gouraud, dans une... donc, il y a un petit détail quand même. Quand j'ai fait connaissance de cette salle, c'était une cellule, disons, avec une fenêtre qui donnait sur la rue. Et lorsque j'ai fait l'inventaire, j'ai trouvé par terre une mâchoire sanguignolone. Alors, je ne sais pas, c'était quelqu'un qui était passé avant moi. Je ne sais quand je n'ai jamais su qui, mais enfin, on me dit que c'était pour m'impressionner. Je suis resté calme. Est-ce qu'à cette période, vous étiez au courant des risques que vous pouviez encourir? Vous posez une bonne question. La seule question que je me posais, c'était de ne pas parler, enfin, de donner mon nom. Parce que le responsable ne savait pas qu'il y avait un groupe de renseignement à Soissons, qui s'appelait donc Vélite. Et donc, ma question, c'était mes camarades, il ne fallait pas que je parle. Alors, j'ai gardé assez flegmatiquement mon calme. Et donc, j'ai été interrogé à nouveau pendant 2-3 jours. Et de là, comme il ne pouvait rien tirer de moi, ni de mon camarade Dovlo qui avait été déjà arrêté, nous avons été transférés à la prison militaire allemande de Laon. Alors là, le sport était un peu différent. Les conditions d'exigence étaient un peu plus difficiles. Mais il était possible de tenir sous la souffrance et de ne rien dire? C'est-à-dire on pouvait parler. Ça dépend ce qu'on disait. Mais là, je vous ai employé une pression allemande, je ne sais pas. Donc je crois que mon calme a influencé. Alors j'avais 2 raisons pour être calme. La première, c'est que je savais que je n'étais personnellement... C'est un sabotage. Il s'est agi de quoi? Le collège de Soissons a été mobilisé pour donner un coup de main à des gens qui étaient à déménager dans les forteresses de Margival. Donc, c'était une société... tous les jeunes faisaient partie qui faisaient du sport d'une équipe nationale. L'équipe nationale était faite pour intervenir en cas de besoin. Dans cette équipe d'escrimeurs, j'étais le seul évidemment à faire partie du réseau de renseignement. Ce qui fait que ça m'a permis d'être très calme. Parce que mes camarades qui avaient fait ce petit sabotage me l'avaient dit le même jour. Ils m'ont montré ce qu'ils avaient fait. Mais je n'ai pas manifesté devant eux mon inquiétude. Je suis resté calme. Et lorsque l'agent de la Gestapo, que j'énervais parce que je ne voulais rien lui dire, si ce n'est que je faisais du social. Bon, c'est ce que tout le monde a cru. Hein? Bon. Et par contre, j'étais le seul. Et lorsqu'ils m'ont interrogé, j'étais très calme puisque je savais que je n'étais pas le coupable. Vous avez fait de la distribution de tracts, de la distribution de journaux et puis également des réunions de renseignement. C'était un peu le travail que vous faisiez au sein de la résistance? Oui, mais ça, si vous voulez, on avait un gros avantage. C'est que, en fait, on était jeunes et il est arrivé de me casser la figure devant une sentinelle allemande
et que tous les tracts que j'avais, qui s'appelaient Combat et autre chose, se sont répandus à ses pieds, et que ce brave homme s'est mis à rigoler. Mais évidemment, il y avait des papiers qui tombaient par terre, il ne savait pas de quoi il s'agissait, j'étais le seul à le savoir. Alors, si vous voulez, il nous fallait beaucoup de calme. Donc, la nature a fait que j'avais cette possibilité-là. Vous n'étiez pas nombreux en fait, parce que si vous aviez été nombreux, il était peut-être difficile de garder le secret de ne pas être vendu. Donc vous étiez quoi, une petite dizaine? Nous avions un numéro de code, RX. Donc toi c'était 1210, hein, 1209, moi c'était 1210, et on était 8 ou 10, c'est tout. Après ça s'est raccroché, si vous voulez. On voit quand même que durant ces 3 années, vous avez quand même parcouru pas loin de 6000 kilomètres. Oui, 6000 ou plus d'ailleurs. Parce que, si vous voulez, à partir du débarquement du 6 juin, donc nous avons pris le maquis à 6. Et notre mission était de parcourir, d'assurer des liaisons entre les différents responsables. Mais il fallait aller jusqu'à Saint-Quentin ou à Paris, parce que à Paris, nous allions accompagner des parachutistes, enfin les pilotes d'avions anglais ou américains. Lorsque, pour les Alliés, un pilote, il faut 1 an pour former. Donc, s'il est tué, évidemment, c'est perdu. Mais s'il arrive au sol en bon état, nous devions les récupérer, les protéger. Il y avait un entrepreneur de massage qui était un rue Porte-Coury, et les héberger en attendant que nous le transportions. Nous emmenions. Toi, tu les as fait. Oui, mon action est donc du même ordre, mais il m'avait été demandé, entre autres, de porter un message à Paris pour un résistant. On m'avait donné le nom, on m'avait donné son surnom et son adresse, naturellement, et je suis parti sur un camion entre 2 sacs de pommes de terre, avec le message dans ma poche. Et quand je suis arrivé à Paris, eh bien, j'ai été reçu d'une façon assez froide, j'avoue. Et j'avais que 17 ans, j'aurais pensé que j'aurais été reçu un peu les bras ouverts. Mais c'était pas cela. L'homme m'a demandé toutes sortes de renseignements. J'ai dû lui présenter mon surnom, Arouet, je crois que c'était Arouet, comme Voltaire, Arouet. Et il lui a donné son nom. Et puis je lui ai déposé le message, il l'a regardé, et puis il m'a dit « Au revoir monsieur ». C'est tout ce qu'il m'a dit, je suis revenu à Olly-Courtil, un peu déçu de la façon pas très élégante où il m'avait reçu, mais c'était par prudence. Parce qu'il se demandait, ce jeune de 16 ans, que peut-il faire à la résistance? Peut-être, j'avais 17 ans tout de même, donc 1 an de plus, c'est important. Oui, parce que votre papa avait été vendu en fait par un jeune Belge de 18 ans. Oui. Mon père a été dénoncé par un jeune Belge qui avait été envoyé par Paris, parce que mon père était affilié à la Vérité française. Il avait été initiateur de la résistance à Soissons, dans une certaine mesure. Quand il est rentré de l'évacuation, comme il était transporteur, il avait utilisé ses camions pour ramasser autour de Soissons des armes qu'ils avaient stockées à l'usine Zickel, entre autres, et puis dans différentes cavernes de la région. D'ailleurs, ces armes ont été utilisées pour tenter de donner une aide à l'armée américaine quand ils ont passé les ponts de Soissons. C'est ma mère qui s'en est occupée. Je m'en suis occupé avec elle, naturellement, mais c'était ma mère. Ça, c'est le 23 août 1944. Madame Delay, Madame Doué, elle aide le groupe, on dit bien le groupe Avrel.
C'était quoi ce groupe Avrel? Qui vous dit rien? Parce que c'est votre maman en fait, hein, et Madame Delay. Madame Delay, puisque quand on lit, il y a eu un square dans Soissons qui porte les noms de Daniel Doué, Émile Louis et Jean Vogel. Alors ça se situe dans la rue de l'Intendance. Mes parents ne nous parlaient pas de leur action résistante par prudence. C'est vrai qu'on aurait pu diffuser l'information d'une façon imprudente et participer peut-être à leur propre arrestation. Donc nous savions que mon père faisait, parce que j'avais un frère plus âgé que moi qui était un petit peu plus astucieux peut-être et qui avait découvert des signes extérieurs prouvant que mon père faisait de la résistance, où il avait marqué sur un petit papier par exemple 13M, 13FM, etc. Et il m'avait montré, il m'a dit Bernard viens voir, je vais te montrer ce que fait mon père, notre père. Nous savions qu'il faisait tout de même, qu'il avait récupéré des armes un peu partout. Ça on le savait. Et surtout il récupérait des gens, des soldats qui s'évadaient d'Allemagne, qui ne voulaient pas rester prisonniers, qui s'évadaient d'Allemagne et qui passaient par la filière, par une certaine filière, qui passait par la maison. Monsieur Desholin, il y a eu le déménagement de Vrigny-Margival. Parlez-nous un peu de ce déménagement. Ce déménagement, donc, tout groupe sportif était mobilisable dans le cadre d'une organisation qu'on appelait les équipes nationales. Donc il y avait sur le plateau de Soissons un important centre allemand qui employait jusqu'à 20 000 salariés pour la création. C'était une annexe pour Hitler dans un centre d'état-major équipé surtout d'appareils de radio. Il n'y allait pas, évidemment. Donc, une occasion nous est fournie au mois d'avril 1944. La population qui habitait encore ces villages de Vrigny et de Margival devait quitter leur habitation. Pour quitter leur habitation, les personnes âgées se sont plaintes, ont demandé une assistance pour l'aider à transporter ses affaires. Donc la commandature d'ici a informé la demande au sous-préfet. Le sous-préfet l'a transformée au collège de Soissons, qui était dirigé à l'époque par un principal qui s'appelle Austin, et assisté d'un professeur d'anglais qui s'appelle M. Aubrier. M. Aubrier, c'était donc notre patron de résistance. M. Aubrier m'a demandé de bien vouloir profiter de l'opportunité qu'il y aurait sous prétexte de rendre service à une action sociale, d'aller Et donc j'ai mobilisé mes camarades. On était 6 ou 7. Et donc, évidemment, j'étais le seul, non, plutôt on était 2, à être membre de la résistance, et tous les autres, c'était à l'occasion des bons manutentionnaires et escrimeurs. Donc à Vrigny, à un endroit, il y avait une maison principale qui était en principe réservée à une autre, un grand personnage allemand, quand il venait. Donc 2 de mes camarades ont fait leur boulot naturellement, sages, mais ils ont trouvé dans une maison qui était déménagée, ils ont constaté la présence d'un appareil bizarre. C'était une boîte jaune qui était dans laquelle il y avait un téléphone. Alors, comme ils disent, ils ont sorti leur couteau suisse, ils ont dévissé l'appareil, il y avait des fils, ils les ont coupés, ils ont refermé la boîte.
Le soir, en fin de journée, quand ils m'ont fait leur compte-rendu d'activité, ils m'ont montré leurs méfaits. Moi, j'ai regardé mes pieds, c'est tout ce que j'ai pu faire. 3 jours après, donc, la police allemande a menacé les habitants d'être fusillés si c'était où ils devaient dire qui. Donc, le groupe des jeunes a été évidemment identifié. Là, d'ailleurs, il y a une ombre que je n'ai jamais vue perçue. Comment ils ont identifié les 2 garçons, en fait, ils étaient 3, qui ont fait ce sabotage. Donc, ils les ont arrêtés. Il y en a 2 qui se sont démis de se tirer. Il y en a un qui a avoué, le plus jeune. Et donc, à partir de ça, ils ont cherché quel était le 3e complice. Et comme j'étais le responsable de cette mission, ils sont donc venus pour me chercher au collège de Soissons, où j'étais. J'avais voulu prévenir le principal. J'ai été voir la concierge, j'ai demandé un rendez-vous, elle m'a fait asseoir sur un banc. Et au même moment est arrivé 4 personnages, 2 en chapeau noir et puis 2 en armes, qui ont demandé. Alors, la distance entre le personnage et moi qui était assis sur la chaise, c'est pas plus que ça. Mais cette dame a gardé son sang-froid et a emmené les policiers donc en classe d'histoire, où j'étais censé être. Ils ne m'ont pas trouvé. Et donc, 2 jours après, ils ont eu mon adresse, je ne sais pas comment, enfin, ils sont venus me chercher dans mon lit. Et donc, je me suis levé et donc je suis entré dans cette cour. Je suis entré dans la pièce qui est là, à droite, à gauche, et là, il y a une grande salle. Il y a 3 ans, d'ailleurs, j'ai reconstitué l'interrogatoire. Bon, ça se passe. Bon, oui, ça a été relativement. Je suis sorti entier. Bon, sans doute ayant mal à la tête, etc. Le fait d'être devenu résistant, vous aviez votre père qui était également général ? Et mon frère aîné. C'est-à-dire que mon frère aîné a fait toutes les campagnes d'Italie, de France, etc. et a terminé ça comme général. J'ai une sœur qui vit encore aujourd'hui, qui était infirmière militaire dans l'armée d'Afrique. Et puis ensuite, j'ai un frère qui était déporté comme STO, mais qui s'est trouvé aussi pas mal en prison. Voilà, donc on est une famille. C'est un peu une histoire de famille, en fait, quand on regarde bien. Monsieur Doué, c'est pareil. Votre père qui a fait la résistance, vous également. On est dans une histoire de famille, quand même. Est-ce qu'il y avait beaucoup de réseaux ? Mon père s'est réengagé à 55 ans, a repris du service à 55 ans en 1939. Il était commandant d'armes à Soissons. Est-ce qu'à cette période, vous aviez connaissance d'autres réseaux ? En fait, on ne connaissait pas. Parce que, justement, je reprends, j'ai fait aussi un voyage à Paris avec un Anglais. Donc, j'ai un pilote qu'il a fallu les emmener. On les emmenait soit dans des voitures ou bien... donc là, on m'en a confié un. Donc, j'ai pris le train avec lui. La seule difficulté, c'est qu'il se croyait encore à Londres. Et que, par conséquent, il y était encore 3 jours avant. Il a sorti sa boîte de Craven et puis s'est mis à fumer. Et je ne pouvais pas lui dire d'arrêter. D'abord, je ne connaissais pas l'anglais, puis même il y avait plein de personnes là. Et ensuite, à Paris, moi je ne connaissais pas Paris. Donc il a fallu que je prenne un pied pour aller, c'était sur, je ne sais plus. Et là, à un moment donné, je n'avais pas l'adresse. Alors je vois un bonhomme qui était arrêté à un angle de rue avec un grand chapeau noir.
je lui ai demandé où se trouvait la rue que je cherchais. C'était un bon Gestapo, mais heureusement il connaissait la rue, donc j'ai pu... Alors si vous voulez, c'était... non, il nous fallait être calme, et puis avoir des bons mollets. Il y a eu une autre aventure, donc je suis envoyé à Saint-Quentin pour apporter une lettre une personne qui était en prison. Et alors que pour y aller, il fallait aller dans un bistrot assez mal famé. Et puis donc j'ai pu transmettre et au bar, il y avait un certain nombre de gardiens en noir. Alors il fallait rester bien tranquille pour remettre un courrier. Et ils m'ont, les camarades de Saint-Quentin m'ont confié un poste émetteur. Alors il fallait ramener un poste émetteur sur ma bicyclette. Alors c'était dans une boîte de biscuits que j'ai mis sur le porte-bagages. Et puis dans les chaussettes, j'avais les codes. Et dans la chemise, j'avais des cartes d'alimentation. Pour ça, le voyage se passe pas trop mal. Et à un moment donné, je suis arrêté par une sentinelle. Alors là, je crois que c'est la première fois que j'ai paniqué. Et il m'a dit, mais il tape sur la boîte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chouigne, chouigne. Chouigne, c'est cochon. Allez, fec. Heureusement que j'ai eu ce réflexe-là, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Monsieur Doué, vous aviez quelque chose à dire, non? À ajouter? Personnellement, je n'ai pas été engagé dans des actions aussi dangereuses, ou du moins je pensais qu'elles n'étaient pas dangereuses. J'ai donc été à Paris, j'ai fait quelques actions comme ça. Je ne tiens pas... Je n'ai pas fait des actions extraordinaires. Sinon que je savais qu'il y avait des risques, puisque mon père et ma mère avaient été arrêtés. Donc j'étais une victime toute désignée pour être observé déjà éventuellement, et puis je savais en quoi on s'exposait. Alors moi, si je peux raconter une petite histoire, une petite anecdote comme cela, on avait affaire, on nous avait demandé de bien vouloir situer les camps d'aviation qu'il pouvait y avoir dans le... Bon, ces camps d'aviation, c'était simplement des champs sur lesquels se posaient des petits avions de reconnaissance allemands à l'époque. Et on m'avait demandé de bien vouloir aller mesurer ces camps-là et d'envoyer les informations à Londres, éventuellement. Ce que j'ai fait, je suis parti, il faisait un temps magnifique sur nos vélos de l'époque. C'était pas des vélos bien costauds et bien... Et puis je suis arrivé sur place avec un copain. J'ai mesuré, à pas compter les distances qu'il fallait, j'ai fait un plan et je l'ai glissé dans ma chaussette. Et puis on est revenu sur place. Mais en arrivant sur place, la chaussette avait descendu et j'avais perdu le document. Quand je suis arrivé à Olly-Courtil et que j'ai raconté mon affaire, on s'est moqué de moi, on a bien ri. C'était vraiment... Bon, c'était un risque que l'on prenait parce que sur la route, on pouvait arrêter. Mais je crois qu'on ne mesurait pas totalement le danger. Heureusement pour nous d'ailleurs, parce que ça nous permettait de faire des actions peut-être que l'on n'aurait pas engagé de la même façon si on avait su que l'on risquait tout de même d'être pris à tout instant. On savait bien qu'il y avait des Allemands un petit peu partout, mais ma foi, je dis, c'était l'inconscience de notre âge, et une inconscience qui était tout de même nourrie de la conscience du danger, puisqu'on avait eu l'exemple de nos parents. Et je connaissais tout de même le milieu allemand parce que quand mon père a été arrêté et qu'il a été condamné, ma mère a entendu la condamnation à mort et on a eu le droit à ce moment-là d'aller porter des colis aux prisonniers.
Et je me souviens que c'était quelque chose d'assez pénible parce qu'on passait dans les grands couloirs et il y avait toujours des gens qui vous accompagnaient et qui vous commentaient « Ah ben ici il y a une petite lampe, c'est les condamnés à mort, etc. » Et nous arrivions à un premier étage où était installé un Feldwebel et le Feldwebel ouvrait votre sac, regardait votre colis, regardait ce qu'il y avait dans le colis, mélangeait un petit peu tout le tabac et puis tout cela et le donnait en principe à un petit soldat qui allait porter le colis tout de même aux prisonniers. Jusqu'au jour, une femme s'est présentée devant moi, une grande femme, je la vois encore. Le prisonnier, elle a déposé sa petite boîte. Le Feldwebel a fermé la boîte et a dit tout haut, « Monsieur Untel a été fusillé ce matin ». C'était son épouse. Alors je vous assure que derrière, quand vous arrivez, vous êtes vraiment très mal à l'aise. Voilà, un événement entre nous. Oui, alors donc, voilà, c'était des événements de cet ordre-là. Nous avions aussi à récupérer des prisonniers, enfin des parachutés, des soldats, des aviateurs qui étaient tombés et de les mener là où il fallait. Bon, en général, on les confiait au père de Jean Corret, notre chef, qui lui assurait le transfert jusque dans les Pyrénées, jusqu'en Espagne. Justement dans ce cas-là, dans cet exemple, je ne sais pas, c'était le 30 août, quelque chose. Donc avec Jean Corret, on est allé faire un petit combat dans les environs de Soissons. Nous avons fait 2 prisonniers. Il y en a un qui était blessé, puis l'autre ne l'était pas. Donc, moi, je me suis occupé du garçon qui était blessé. Et donc, nous étions dans un véhicule qui était un Altrac. Donc, je l'ai fait monter dans le véhicule. C'était un garçon jeune et il souffrait. Il était assis là et à un moment donné, il s'est effondré sur mes genoux. Alors j'ai sorti un morceau de chocolat, le morceau de chocolat que j'avais pour lui donner, pour le calmer, pour qu'il soit tranquille. On l'a ramené à l'hôpital pour le soigner. Mais c'était plus un ennemi. C'était, une fois que je l'ai ramassé par terre, c'était un homme qui était blessé. J'ai un autre témoignage à donner. Pendant notre action à Olly-Courtil, nous avons dû signaler, je ne sais plus à quel endroit, mais à Londres vraisemblablement, qu'il y avait de l'autre côté de l'Aisne où nous étions, qu'il y avait un convoi militaire allemand qui était arrivé, qui devait rentrer dans la zone de Soissons et qui portait donc des engins blindés. Nous avons donc signalé tout de suite cet événement-là et le lendemain matin, nous avons vu arriver des Spitfire, des avions anglais. Nous étions sur les margelles de puits qu'il y a par là et nous faisions des grands signes. Ils nous ont vus, ils ont passé au-dessus de nous, ils ont battu des ailes pour nous dire « nous sommes là ». Et ils ont foncé directement sur le convoi militaire et ils l'ont mitraillé. Nous étions contents, mais dans un sens, nous avions dans une certaine mesure, mauvaise conscience. Notre camarade Corret me fait signe et je comprends qu'il voudrait que l'on fasse ce que l'on a à faire en tant que scout, porter secours aux blessés. Nous avons pris nos trousses de secourisme et nous avons traversé en bachot la rivière de l'Aisne. Nous avons porté secours aux blessés. Mais les Allemands arrivaient bien avant, ils étaient bien avant nous et nous avons dû replier chemin. Nous avons retraversé la rivière et nous sommes arrivés à Olly-Courtil où on s'est fait attraper d'avoir fait cette action-là. Mais nous étions très fiers d'avoir porté secours à l'ennemi même s'il était blessé.
Et ça, donc, le sens du pardon et le sens de l'humanité. Un homme est un homme, et il reste, un blessé doit être secouru. Et voilà encore un message que je voudrais passer. La France, pour vous remercier, pour vous féliciter, vous a décoré tous les deux de la Légion d'honneur. Ça s'est fait en quelle année, monsieur Desholin? Moi, ça s'est fait en 1988 et puis en 2000 parce que moi, c'est dans le cadre de mes actions sociales. Bernard Douet, vous avez eu quand la Légion d'honneur? J'ai eu la Légion d'honneur il y a peut-être 2 ans. J'avoue franchement que je n'attendais pas cette Légion d'honneur et que je m'étais décidé d'ailleurs éventuellement à la refuser. Parce que j'avais l'exemple de mes parents et qu'il était tellement plus important de magnifier ce qu'il avait été leur gloire plutôt que de reprendre un petit peu, de partager avec eux cette totalité. J'ai fini par l'accepter parce que c'est un témoignage, et je l'ai accepté dans ce sens-là. En toute humilité et en toute modestie, je la porte. Parfois, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit en chocolat parce que j'aurais encore plus apprécié. Votre présence, monsieur Denis Rolland, ici, cet après-midi, dans cette cour, je pense que pour vous, elle est bienvenue quand même, parce que vous êtes le président de la Société historique de Soissons. Vous avez fait du travail sur eux? J'ai essayé au moins. J'ai essayé. Le sujet de la résistance est un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps. Peut-être parce que j'avais une frustration de jamais avoir interrogé mon père, qui était dans un réseau de résistance du côté de Saint-Dizier. Et puis quand on est jeune, on pense à autre chose. Et finalement, c'est qu'après sa mort, je me suis dit, tiens, je suis bête, j'ai pas... il y avait des choses à apprendre. En ce qui concerne le Soissonnais, j'avais essayé déjà il y a une quinzaine d'années d'aborder le sujet au travers d'une conférence. Et puis les membres du bureau de l'association m'avaient dit « Ah ben non, comprenez, c'est pas facile, il y a un tel, son père était un collaborateur ». C'est pour dire qu'en fait c'est un sujet difficile, un sujet chaud et qu'il l'est encore par moment. Donc j'avais toujours cette idée qu'il fallait faire quelque chose parce que contrairement aux autres périodes de l'histoire où on a quand même des écrits, par exemple sur la guerre de 14-18, on a les archives militaires, mais on a aussi beaucoup de témoignages publiés. Sur la dernière guerre, enfin sur la résistance, on n'a rien. Et on n'a rien parce qu'il y avait le secret, il fallait faire attention. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'interroger les gens, enfin interroger, c'est pas le terme, mais recueillir des témoignages avec tout ce que comporte la nécessité de décoder un témoignage. Donc je me disais, il faut faire quelque chose. Il y a 15 ans, c'était trop tôt parce que les gens avaient encore peur. Là, c'était un petit peu le moment. Alors, le faire, c'est passer du temps, c'est aller à la rencontre des gens. On ne peut pas leur demander de venir nous expliquer ce qui s'est passé. Il faut aller à leur rencontre. D'où l'idée d'un service civique qui nous a donné les moyens, à nous, associations, d'organiser ce travail-là, et avec une personne qu'on a recrutée pour faire ce travail. Après, c'est pas évident, il fallait que la personne passe, entre guillemets, auprès des personnes qu'il allait interroger. Bon, ça a marché. Il fallait aussi que la personne se passionne pour le sujet, parce que la passion fait avancer beaucoup de choses. Ça a été le cas aussi. Donc tout ça, la mayonnaise a pris, si on peut dire. Et donc Alexis a fait son travail pour nous, pour vous, pour tout le monde. Puisque nous, ce qu'on recueille comme information, c'est l'histoire de notre région. C'est pas pour se faire plaisir. Il faudra que ça serve à d'autres.
Voilà, et donc ça a fonctionné, et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Un grand bravo, parce que pour un jeune d'aujourd'hui, de s'intéresser à l'histoire, de le faire comme tu le fais, avec amour, parce que c'est un travail, c'est une passion quelque part. Et moi, je t'admire, et ça rejoint ce que M. Desholin et M. Doué a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir l'histoire ? Je suis tombé un peu par hasard dans l'histoire. C'est quand j'étais plus jeune, j'étais au conservatoire de Soissons, et puis on nous avait demandé, un 11 novembre, d'aller chanter la Marseillaise et l'hymne à la joie en allemand. Ils ont énuméré tous les soldats de 14-18 à Soissons qui sont inscrits au monument aux morts. Et il y en a un qui s'appelle Alexis. Donc ça m'a... Par curiosité, on commence un peu à aller sur Internet, Première Guerre mondiale et tout ça. On discute avec son grand-père, et puis son grand-père vous dit moi j'ai fait la Seconde Guerre mondiale, et qui me racontait ses combats dans les Sherman, qui m'a petit à petit fait tomber dans l'histoire, quoi. Donc on part d'une cérémonie, voilà, on se passionne, c'est de fil en aiguille. Une passion comme tu l'as fait réellement, et c'est une application, c'est un travail de recherche. Alors encore une fois, un grand bravo à toi pour ce devoir de mémoire. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, quel est le conseil que vous donneriez ? D'être volontaire. Et vous, Monsieur Doué, quelle est la phrase qui correspondrait le plus pour un jeune qui viendrait vous voir ? Le message, moi, que je veux passer, c'est celui que j'ai vécu, c'est-à-dire celui du pardon. Mon père nous a écrit, et j'ai la lettre d'ailleurs ici, en nous demandant de bien vouloir pardonner à celui qui les avait dénoncés. Or, ce garçon que vous avez nommé de Zoubri avait sur la conscience, je crois, 400 morts à son actif, et mon père nous a demandé instamment de bien vouloir lui pardonner. Et ce sens du pardon, il l'a illustré par sa mort, et même par sa conversion, si l'on peut dire. Donc, c'est le message que je veux donner, c'est de savoir pardonner. Pardonner, ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas l'oubli, mais c'est de vouloir remettre la personne contre laquelle vous avez un reproche à faire, de le remettre sur le chemin de son humanité. Et c'est le message que je voudrais faire passer, et que j'ai essayé de faire passer à mes enfants, d'ailleurs, de ne pas être juge, parce qu'il ne nous appartient pas d'être juge. Il y a des instances de justice, et elles sont bien nécessaires dans une société comme la nôtre, mais il y a d'autres instances qu'il faut conserver et qui sont seules habilitées à connaître la réalité des choses. Et la réalité de l'action de Zoubri, la réalité de toutes ces personnes qui ont plus ou moins dénoncé, par imprudence parfois, mais aussi parfois par vengeance, et qui ont dénoncé, nous ne connaissons jamais exactement dans quelle mesure ils ont été amenés. Et c'est donc un problème essentiellement d'éducation. Mon père avait toujours le souci de respecter l'homme qu'il avait devant lui. Il respectait l'Allemand, il respectait le soldat. Et ça, c'est une vertu qui vient de la guerre de 14. Maman nous répétait toujours qu'il fallait pardonner. Mon père, lui, nous le disait incidemment. Il ne le disait pas de la même façon, mais il nous l'a écrit. Il nous a écrit vraiment une lettre extraordinaire où il nous demande effectivement de donner la possibilité à un homme qui est tombé de se relever et non pas de le condamner. Et c'est le message que je voudrais faire passer essentiellement aux jeunes d'aujourd'hui. Pardonner, qui n'est pas l'impunité. Il faut juger, il faut sévir, on est dans une société qui n'accepterait pas n'importe quoi, autrement ça serait une anarchie complète, mais il faut savoir au fond de son cœur pardonner à ceux qui nous ont fait un mal extraordinaire, parce que de voir son père ou sa mère arrêtés quand on a 16 ans ou 15-16 ans, et de devoir vivre avec cette perspective, c'est quelque chose de difficile.
Et je crois que mon père m'a donné ce sens du pardon et je leur en remercie de tout cœur, véritablement. Et c'est vraiment, le pardon est une source d'amour. C'est la première chose, c'est l'amour, donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent, quelles que soient leurs conditions, et ne jamais les juger totalement. Dieu seul sait ce qu'il faut faire, en l'occurrence. Je voudrais d'abord vous remercier, Denis Rolland, d'être venu, d'avoir accepté d'être présent donc, dans ce 52. Pareil, Monsieur Desholin, je vous remercie infiniment d'être venu nous parler un peu de ce que vous avez fait en 1943-44. Et donc, un grand merci à vous. Merci également à Monsieur Doué qui est là derrière, qui a été avec nous. Pour nous, c'est très important, dans le devoir de mémoire, de mettre des gens qui ont servi la France. Et je voudrais encore une fois vous dire à tous un grand merci. Vous nous parlez de ce village. Nos actions de résistance, puisque nous faisions partie d'un petit réseau de résistants qu'avait formé monsieur Aubrier, professeur d'anglais, qui nous avait demandé dans quelle mesure nous pourrions éventuellement participer à ce combat pour la délivrance de notre pays. Nous avions des points de chute, chacun, nous étions 6 ou 8 à peu près, et par groupe de 2, nous étions répartis dans différentes maisons pour éviter éventuellement, s'il y avait une perquisition, une recherche, pour éviter éventuellement toutes les difficultés que ça aurait pu provoquer, et déjà aux gens qui nous hébergeaient, et à nous-mêmes encore plus, naturellement. Alors, personnellement, j'étais avec le chef de notre groupe, Jean Corret, dans une des maisons par ici. Je pense que c'est bien l'endroit. Nous venions régulièrement de la ferme ici pour venir y coucher. Nous passions notre temps. Ensuite, nous revenions à la ferme pour mener nos actions de résistance. Alors, quelles sont les actions que vous avez pu mener en étant ici à Aully-Courtille ? On peut se poser la question, est-ce que l'on s'était caché, est-ce que l'on s'était mis à l'abri? On s'était mis à l'abri, c'est évident, parce que nous étions relativement recherchés. Patrice Desholin, un de nos amis, avait été recherché par la Gestapo. Personnellement, mes parents avaient été arrêtés par les Allemands, donc nous étions des victimes toutes désignées pour être recherchées par les forces allemandes. Alors nos actions consistaient essentiellement en actions de résistance, de renseignement. Nous avions pour mission le renseignement, c'est-à-dire que nous devions suivre les forces américaines qui étaient donc en voie de venir sur nos pays et de donner le maximum de renseignements grâce à un poste émetteur qui avait été récupéré par Patrice Desholin. Nous vivions avec la présence naturellement de monsieur et madame Thomas qui nous assuraient le couvert. Nous faisions le maximum de choses pour eux. Naturellement, nous ne voulions pas vivre comme cela sans rien faire en dehors de notre activité. Et nous partagions notre temps dans des activités agricoles, des activités de ménage, des activités de tout ordre comme cela. Desholin, on se trouve maintenant ici, à côté de la ferme. Cette fameuse ferme dont vous nous avez tant parlé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, c'était donc avec un de mes camarades, on s'était répartis dans le village pour que s'il y avait une arrestation, il y en a qui puissent s'évader. Donc, personnellement, avec un camarade qui est décédé maintenant, on m'avait affecté cette maison qui avait une caractéristique très importante, c'est qu'il y avait un garage, je ne sais pas quoi, où il y avait eu des travaux de menuiserie, et donc la sciure était un élément neutre pour remuer et cacher dans un gros pôle de confiture, de cacher nos codes. Parce que, à la limite, si nos appareils étaient pris, le plus important, ce sont les codes secrets. Et ces codes secrets, donc Bernard, là, se souvient bien qu'on les avait cachés par ici. Et donc, c'est dans cette maison.
Et pendant 2 mois, ils ont pu passer, parce que moi, bidouiller sur un appareil émetteur, c'était pas mon truc, puisqu'à l'époque, il fallait travailler en code. Et ben voilà. Donc là, on pouvait donc se reposer tranquillement et puis partir discrètement du village et revenir aussi discrètement. Vous êtes resté combien de temps ici à Olly-Courtil? Au 4, 5, 6 juin, quelque chose comme ça, et jusqu'au 20 août, quelque chose comme ça, c'est-à-dire 2 mois et demi, quoi. Et dans laquelle notre rôle, ça a toujours été de faire de la bicyclette ou du train, mais surtout de la bicyclette pour assurer, parce que de prendre des renseignements, voir ce que les Allemands faisaient, etc., c'était une chose, mais le plus important, c'était de leur transmettre. Et donc, il fallait aller à Soissons, ou bien, bon, c'était tout un travail de prudence. Et à Soissons, d'ailleurs, on ne pouvait pas entrer par les portes officielles. Il y avait un chemin qui maintenant est devenu une route que nous prenions pour quitter Soissons et traverser les Grévières et de rejoindre Pommier. On est 70 ans après. Le fait de revenir à cet endroit, qu'est-ce que ça vous fait? Une émotion. Une émotion parce que dans notre vie, si vous voulez, on a toujours été marqué par cette épreuve. C'est pas une épreuve, c'est une participation à la libération. Votre question est une très bonne question. Parce que, en fait, notre participation à non seulement la résistance, mais à la libération de la France, nous y avons participé activement. Dans le secret, c'est dur, mais on y a participé. Et donc, d'y avoir participé aujourd'hui, c'est toujours une émotion. D'ailleurs, on est avec David, avec Bernard, on est ici deux résiduels de cette période et qui est émouvante. Alors là, maintenant, Bernard Douet nous a rejoint. Cette ferme qui est derrière, Monsieur Douet, elle représente quoi pour vous? Eh bien, un moment important de notre existence de jeunes. Nous n'imaginions pas qu'un jour ou l'autre, nous serions amenés à transmettre la foi que nos parents nous avaient donnée pour la libération de notre pays essentiellement, et que nous porterions notre effort dans cette petite ferme. J'avoue que nous y avons passé de bons moments, des moments agréables, des moments peut-être un petit peu plus apeurés, si l'on veut dire. On avait un peu peur, mais je crois que notre peur, elle était très mesurée, parce que nous avions un âge jeune, nous étions très jeunes pour l'instant, et nous n'avions pas pris conscience toujours totalement de l'engagement que nous prenions. Nous avons mesuré beaucoup plus notre engagement quelques mois après, quand les Américains sont arrivés, parce que on a vu l'armée en guerre, l'armée en guerre. Ici, nous n'étions pas en guerre. Nous étions en guerre parce qu'il y avait l'ennemi qui était autour de nous. Mais ce que nous le faisions avec la conviction de faire quelque chose qu'il fallait faire, c'est tout. Mon père avait été arrêté, ma mère avait été arrêtée. C'était des moments difficiles, plus pour eux que pour nous. Et nous n'avions pas l'intention du tout de reprendre à notre compte la gloire qui leur revenait. Donc moi, je suis ici aujourd'hui comme je l'étais il y a peut-être 70 ans. Bon, c'est-à-dire sans avoir une peur particulière. J'ai jamais eu une peur très grande, mais peut-être parce que je ne mesurais pas la totalité, l'ambiance mortifère de l'action que nous menions. Et je suis heureux de revenir dans ce pays, tout d'abord pour rencontrer des amis et puis pour renouveler un petit peu l'expérience que ça nous a donné de la vie. Mais c'est tout, quoi. Donc l'émotion que j'ai est très mesurée.
Je suis beaucoup plus ému quand je vais sur la stèle du monument aux morts de mes parents. C'est évident que là, à ce moment-là, je vois ce qu'ils ont été, ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'ils nous ont donné, etc. Et j'ai un sentiment d'humilité grande envers eux parce qu'ils m'ont transmis des valeurs que je n'aurais peut-être pas eues. Alors là, l'émotion, c'est d'avoir eu la possibilité, la concrétisation de ce qu'ils m'avaient donné, de l'avoir pu le concrétiser, mais je ne voudrais pas non plus en tirer un profit. Je ne voudrais pas en tirer un profit, mais mes parents m'ont donné ce qu'ils avaient à donner en tant que parents. Là, c'est un devoir accompli. Je l'ai toujours considéré comme ça, j'avais besoin d'en parler. J'ai besoin d'en parler, mais on n'en a pas parlé immédiatement. On sentait bien que les mouvements de résistance de l'endroit voulaient raconter leur histoire, comme moi je raconte la mienne d'ailleurs, en fin de compte, en masquant, involontairement certainement, mais en masquant les actions courageuses de nos pères. Mon père avait fait la guerre de 14-18, il avait eu certainement beaucoup de courage à ce moment-là. Et quand la guerre est arrivée, je l'ai vu pleurer devant le poste de radio qu'il avait à ce moment-là. Et dès qu'il est revenu d'évacuation, il a mis ses camions à la disposition de la résistance, lui-même participant naturellement pour ramasser des armes dans la région. Alors tout cela, c'est tellement beaucoup plus important que ce que nous avons pu faire, enfin que moi j'ai pu faire, que j'ai toujours un petit peu de scrupule à raconter mon histoire quand c'est celle un petit peu de mes parents et de ses compagnons. Quel regard vous avez sur la société aujourd'hui ? La société évolue avec l'évolution normale d'une société, c'est-à-dire sur un plan technique, etc. Je regrette parfois que certaines valeurs de patriotisme aient vraiment disparu, ou du moins on n'en parle plus, et que l'on est toujours attaché aux mêmes valeurs de combat, de violence, etc. Vous, également, la même pensée, le sens du devoir ? Alors pour conclure ça, le sens du devoir, mon père nous avait dit un jour qu'on disait, une de mes sœurs Schupper qui disait on a fait notre devoir, il nous a dit non, vous n'avez fait que votre devoir. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une éducation suffisamment solide sur les valeurs qu'il faudrait défendre. Tout d'abord, il faudrait définir ces valeurs et puis ensuite les remettre en question et inviter les jeunes à avoir des références pour donner un sens à leur vie, à leur humanité. Nous allons arrêter maintenant notre propos. Monsieur Doué, je me permets de vous remercier. Pareil, un grand merci à vous deux. Vous êtes donnés dans la cour de l'ancienne Gestapo de Soissons, ici à Houly-Courtille, pour essayer de garder cette mémoire vivante de ce qui a été réalisé pendant la guerre. Un grand merci à vous et j'ai beaucoup de respect pour vous. Je salue donc la présence de Madame Françoise Champenois, conseillère départementale de Soissons 1 et maire de Cuisiat-en-Allemont, de Monsieur Crémont, Alain, maire de Soissons, Monsieur François Hans, adjoint au maire de Soissons, présent, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents des différentes associations, les anciens combattants, Monsieur le Président du Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier, Messieurs et Madame les membres de toutes ces associations, je salue également parmi nous la présence des familles et des proches de ces résistants. Mesdames et Messieurs et chers amis, permettez-moi de vous accueillir ici à Houly-Courtille et de vous remercier d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette cérémonie exceptionnelle à plus d'un titre. Tout d'abord, parce qu'elle intervient plus de 70 ans après les faits commémorés. 73 exactement. Ensuite,
parce qu'elle va permettre de laisser une trace par les générations futures. Enfin, parce qu'elle a bien grâce aux derniers témoins et acteurs de cette période, dont M. Doué. Je voudrais aussi remercier M. Corret, qui est le fils de Jean Corret, notre chef de groupe, ici à la ferme de Ligotine. Je voudrais remercier d'autant plus qu'il a sacrifié cette journée, et qu'ils ont sacrifié cette journée à cette commémoration, le groupe musical de Daniel Doué, un d'eux, qui viendra interpréter tout à l'heure, je pense, les chants nationaux habituels. Je voudrais aussi remercier M. Thomas, fils de M. et Mme Thomas, qui nous ont hébergés pendant 2 ou 3 mois dans cette ferme où nous avons pu mener notre action personnelle. Nous ne mesurions pas combien le récit de leurs exploits de guerre qui captivaient notre attention et emballait notre imagination pouvait à nouveau s'écrire en lettres de sang dans la réalité de notre temps. Heureusement, l'insouciance de notre âge nous préservait de l'angoisse dans sa permanence, et si nous nourrissions quelques peurs, c'était peut-être pour mieux nous complaire dans une certaine fiction, à l'âge où l'on rêve de jouer le rôle d'un Superman. Mais tenter de vous raconter n'est pas mon histoire personnelle, mais celle d'un petit groupe auquel j'appartenais, sans avoir su toujours avec conviction ce que j'y faisais ou j'avais à y faire. Point de piédestal ou podium, ma seule satisfaction est d'avoir humblement participé à ce grand combat que des milliers de gens ont livré pour la liberté de leur pays, avec nos peurs, nos dérobades, nos hésitations sur la légitimité de nos engagements. Je crois que j'ai été plus guidé par l'amitié qui me faisait spontanément adhérer aux idées de mes proches et fidèles copains de collège que par une très haute conscience de mon devoir. Après 70 ans, le temps et l'oubli affectent l'authenticité et la véracité des faits dans leurs détails, et si l'on n'y pose pas les jalons de l'histoire, l'affabulation risque de s'imposer comme seule expression de la réalité. Rencontrer, les écouter et d'enregistrer leurs paroles. L'occasion du service civique à la Société historique de Soissons, et j'en profite pour remercier M. Roland et son équipe, fut l'opportunité pour moi de collecter un maximum de documents dépôt de verre par M. le maire d'Olicourty, accompagné de M. Bernard Doué, ancien combattant. Au mort! Nous allons observer 1 minute de silence. On est parti dedans. J'ai entendu le vol des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Voilà le citoyen.
donc ici à Olly-Courtil, sur cette place, et nous avons donc aujourd'hui l'inauguration de la plaque sur la résistance qui concerne Monsieur Déolin, malheureusement décédé, et puis également donc Monsieur Doué. Il y a en fait 73 ans. Nous sommes aujourd'hui, c'est un moment très important pour vous puisque on vient de mettre cette plaque sur le mur, sur ce mur de cette maison que vous avez connue il y a 73 ans quand vous faisiez la résistance. Quel effet ça vous fait aujourd'hui d'être ici là, sans Monsieur Déolin malheureusement qui est décédé trop vite? C'est avec émotion que je suis arrivé ici. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde et de gens sensibles à cela. Le monde qui était présent et surtout les notabilités qui ont actuellement beaucoup de travail et de charges. La mission du pardon que mon père nous a posée et la mission de continuer à vivre pour notre idéal, la France éternelle. Moi, le fait que M. Déolin ne soit pas là aujourd'hui doit vous faire un petit pincement au cœur quand même? Oui, bien sûr, évidemment, parce que tous nos amis sont partis. Patrice Déolin avait tout de même le souci, c'était un partisan vraiment très engagé. Il était peut-être tout en étant plus jeune que moi, mais il avait peut-être une conscience de la mission qu'il avait à remplir, conscience beaucoup plus solide que la mienne. Moi, j'étais pris par mes études, j'ai été pris par ma famille, j'ai été pris par les choses de la vie, quoi, si l'on peut dire. Et puis, j'avais des enfants, donc il fallait que je les élève. Je les ai élevés toujours dans l'esprit de mon père. Mon père a été donc fusillé avec une vingtaine de Soissonnais à la suite d'une dénonciation. Il avait participé à la résistance et il avait été l'initiateur d'un groupe important à Soissons. Ce qui a permis d'ailleurs, il a été condamné à mort. Ma vieille maman qui est morte à 103 ans par contre et qui nous a donné ce privilège d'être encore présent. Maman a fait aussi 7 mois de prison. Donc tous ces événements reviennent à l'esprit. Ils ne sont pas toujours présents, il faut bien l'avouer. Il faut vivre avec le souvenir mais aussi avec l'avenir. Et je laisse comme témoignage le souvenir d'un père qui a toujours eu le souci d'aimer les siens, de partager beaucoup avec ses enfants, et de ma vieille maman qui nous a donné beaucoup d'années de bonheur. Alors, il faut parler également du travail qui a été réalisé et que tout le monde peut consulter, qui a été réalisé par Alexis Pardon. Et c'est vrai que c'était une thèse qu'il a fait et c'est un travail monumental. Et remarquable, oui. Et remarquable. Il a été très fidèle à ce qu'on lui a raconté, aux documents que nous lui avons donnés. Il a travaillé en futur historien, avec précision, avec le souci de dire la vérité qui se déforme avec le temps, il faut bien l'avouer, et la fabulation nécessaire, parce qu'on ne raconte pas les choses aujourd'hui comme je les aurais racontées il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Mais ça n'enlève pas l'esprit dans lequel on le faisait, cet esprit de service, de pardon. Voilà, donc c'était un reportage ici à Olly-Courtil à l'occasion de la pose de cette plaque à la mémoire donc de ces résistants qui se sont battus pour la liberté. Olly-Courtil avec monsieur le maire, monsieur Couteau. Alors monsieur Couteau, c'est très joli de voir cette plaque qui se sont battus pour la liberté de la France. Oui, dès qu'on a eu contact avec M. Déolin et M. Doué, nous avons décidé justement de poser une plaque en souvenir justement de ce groupe Vélite Thermopyle Birakem. Parce que dans notre village, on voudrait avoir quand même l'historique, se rappeler de ces moments qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui, si vous voulez. Donc c'est un souvenir que tout le monde doit garder. Et dans notre petit village, on est très fiers d'avoir apposé cette plaque-là en souvenir justement de ces jeunes résistants qui se sont battus pour qu'on soit libre aujourd'hui. Grand merci monsieur Couteau pour votre amabilité, merci pour cette plaque et puis on aura donc ça en mémoire. Merci beaucoup.